Merci pour cette belle invitation. Aujourd'hui, tel que tu as mentionné, je vais parler d'identité multiple et soutien à la radicalisation violente chez les étudiants au Cégep, mais aussi chez les étudiants à l'université, parce que l'échantillon est un gros échantillon qui a été collecté, disons, pendant la pandémie. Et donc, on va parler de radicalisation violente chez les étudiants au Cégep et à l'université. J'aime beaucoup mettre la table avant de me lancer dans la présentation de l'étude, parce que je trouve que c'est important quand même que tout le monde soit sur la même page sur la définition qu'on utilise dans nos études de radicalisation violente. Vous savez peut-être qu'il existe plein de définitions différentes, disons, avec des nuances différentes de radicalisation violente. Pas tous les chercheurs sont d'accord sur une définition. Dans nos recherches, dans notre équipe, disons, nous utilisons la définition de Schmitt de radicalisation violente, qui la définit comme un processus individuel ou collectif par lequel un ou plusieurs individus ou groupes s'engagent dans des actions spécifiques violentes pour atteindre un objectif aussi spécifique, comme politique, social, religieux ou autre. Donc, vous comprenez là que c'est un processus, premièrement, donc ça prend du temps pour arriver à un comportement de radicalisation violente, mais les chercheurs, en utilisant aussi cette définition-là, se sont concentrés sur l'étude soit des attitudes envers la radicalisation violente, telles que le soutien à la radicalisation violente, soit sur les comportements violents, donc vraiment sur les passages à l'acte violent dans le cadre de la radicalisation violente. Les recherches montrent que les liens entre les attitudes et les comportements dans la radicalisation violente, mais en général dans plein de domaines dans les sciences sociales, n'est pas linéaire. C'est-à-dire que moi, je peux dire que je soutiens la radicalisation violente. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je vais passer à l'acte de faire quelque chose de violent nécessairement. Donc, pourquoi étudier les attitudes s'il n'y a pas un lien si linéaire avec les comportements? Mais parce que si on pense en termes de prévention, on sait que quand on est dans un contexte où beaucoup de monde a des attitudes positives envers la violence et la radicalisation violente, ces contextes-là deviennent un contexte polarisé où on a une tendance à légitimiser, à normaliser l'utilisation de la violence. Ça crée un contexte où les individus qui sont un peu plus vulnérables sont plus à risque de passer à l'acte et donc de faire quelque chose de violent. Donc, en soi, si on se concentre sur les attitudes dans la population générale, on peut travailler pour prévenir la création d'un contexte polarisé et donc réduire de cette manière-là, à long terme, les risques de violence dans la société. Donc, c'est vraiment en termes de prévention primaire et c'est là que nous, on se situe dans notre étude, sur les attitudes envers la radicalisation violente, donc sur le soutien à la radicalisation violente chez les étudiants au Cégep et à l'université, qui ne sont pas nécessairement à risque de radicalisation violente. C'est un peu la population générale dont on parle ici. Et c'est important de garder ça en tête quand je parle des résultats et tout ça. Donc, ça, c'est la première distinction importante. La deuxième est entre radicalisation et radicalisation violente. C'est-à-dire que pas toute forme de radicalisation est violente. Il y a des formes de radicalisation, il y a des idées radicales qui représentent un peu le moteur du changement social. On a vu des exemples historiquement de cette forme de radicalisation qui peut être non violente. Donc, c'est quand même important de reconnaître qu'il y a cet aspect-là et de comprendre que certaines idées radicales, effectivement, peuvent être très importantes. On ne veut pas vraiment les mettre en silence, disons, dans ce sens. En même temps, c'est vrai aussi qu'on peut soutenir les idées radicales et ce soutien-là peut être accompagné par un soutien à la violence. Et dans certains cas, ce soutien à la radicalisation violente peut amener, comme on disait, à des actes de violence, donc à des phénomènes de radicalisation violente tels que le terrorisme, les crimes haineux, les incidents haineux, etc. Donc ça, c'était juste vraiment pour mettre la table, pour que tout le monde soit sur la même page sur ce qu'on a en tête quand on parle de radicalisation violente dans cette recherche-là. Et je répète, nous, on se concentre sur les attitudes, donc sur les soutiens, pas sur les comportements violents. Mais on se concentre aussi seulement sur la radicalisation violente, l'utilisation de la violence pour rejoindre un objectif, atteindre un objectif. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'étudier les cégeps et les universités, donc les jeunes? De plus en plus, on voit que les jeunes sont le groupe plus à risque de radicalisation violente. Et ça,
C'est un phénomène qu'on observe dans les temps. De plus en plus, les plus jeunes sont à risque. J'ai commencé dans les cégeps et les universités. Maintenant, je suis dans les écoles secondaires parce que l'âge plus à risque descend, disons. Donc, c'est un phénomène qu'on a observé. Pourquoi? Ben, les causes sont multifactorielles. C'est lié en partie à certaines vulnérabilités développementales qui sont liées au développement des jeunes. Entre autres, les jeunes sont en train d'explorer leur identité sociales et donc sont plus vulnérables à certaines formes de radicalisation de leurs pairs, des médias, réseaux sociaux, d'autres formes et d'autres environnements sociaux. Ils sont aussi en train de développer leurs idéologies, donc il y a toutes sortes de vulnérabilités qui peuvent jouer là-dedans. Mais les données montrent qu'effectivement, les jeunes sont un groupe particulièrement à risque. En plus, pourquoi dans les écoles, pourquoi dans les cégeps et les universités? Mais il y a une étude qui a démontré que 75% des lone actors, donc des personnes qui sont passées à l'acte violent aux États-Unis et en Europe, avaient suivi une éducation post-secondaire. Donc, vous comprenez que les cégeps, les universités sont pas mal à une place privilégiée pour rejoindre un grand nombre de jeunes à risque et non à risque, donc pour faire des programmes de prévention, d'intervention dans ce domaine. Toutefois, il y a vraiment peu de recherches qui se sont penchées sur les programmes de prévention fondés sur des données probantes dans les établissements d'enseignement pour ce qui concerne la radicalisation violente. On manque de recherches sur ça. On a besoin d'en savoir plus. Quels sont les facteurs de risque et de protection qui peuvent être liés au développement de la radicalisation violente, dans les processus de radicalisation violente chez les jeunes et dans les établissements d'enseignement en général. On a besoin de ces informations-là pour penser et mettre en place, disons, des programmes de prévention efficaces. On a dit, on fait un peu l'état des lieux de la radicalisation, de ce qu'on sait sur la radicalisation violente en 2023. Mais dans les dernières années, il y a beaucoup de monde qui s'est concentré sur les processus des groupes, les identités des groupes collectifs en lien avec la radicalisation violente. Et disons que plus ou moins les chercheurs sont pas mal d'accord pour l'instant dans dire que les identités des groupes, les processus des groupes peuvent jouer un rôle pas mal central dans les processus précoces qui peuvent mener à la radicalisation violente. Il reste beaucoup de choses à explorer et à mieux comprendre. Entre autres, on cherche de mieux comprendre quels sont les mécanismes, les processus qui peuvent lier effectivement certains aspects de l'identification à des groupes avec la radicalisation violente. Mais la plupart de ces recherches s'est concentrée sur une identité des groupes à la fois, souvent une identité pas mal polarisante. Par exemple, une identité religieuse dans un contexte de conflits religieux ou une identité ethnoculturelle dans un contexte de conflits ethnoculturels. On sait moins sur d'autres identités, par exemple, qui peuvent être importantes ou pertinentes chez les jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Et aussi, on sait moins sur comment les identités multiples sont associées à la radicalisation violente. Parce que vous savez, l'identité en soi est un phénomène multidimensionnel. On n'a pas seulement une identité. Souvent, on s'identifie avec plusieurs groupes à la fois. Et c'est vrai aussi pour les jeunes. Donc, dans notre étude, nous, on s'est concentré sur plusieurs identités des groupes qui ont été trouvées importantes, disons, chez les jeunes. Certaines de ces identités peuvent être considérées polarisantes d'une certaine manière dans les contextes québécois actuels. D'autres sont un peu plus neutres ou ont été liées en général dans la littérature avec des outcomes un peu plus positifs chez les jeunes. Par exemple, on a l'identité politique qui peut être polarisante avec tous les débats autour des différentes perspectives politiques. On a les identités liées à l'orientation sexuelle et au genre. C'est d'actualité, vous savez, on peut dire que c'est des identités pas mal polarisantes dans ce moment historique et dans ce contexte québécois. Les identités ethniques et nationales aussi peuvent être à la base de pas mal de polarisation. La religion est un sujet sensible au Québec, est au centre de plusieurs discours polarisés aussi. Toutefois, nos recherches antérieures ont démontré que chez les cégepiennes au Québec, la religion et la religiosité peut être un facteur de protection important en lien avec la radicalisation violente parce que la religion peut donner, disons, un sens à la vie et aussi un sens d'affiliation, de soutien qui sont des facteurs de protection. Donc, bien que la religion en soi peut, dans certains cas, être liée à certaines formes d'extrémisme ou de radicalisation violente, en général, dans les cégeps, nous, on a trouvé qu'elle joue plutôt
un rôle de protection. Donc, on ne s'attendait pas que cette identité-là soit nécessairement un facteur de risque ou polarisant pour le jeune, parce qu'on avait trouvé plutôt que c'était une identité protectrice. Puis, comme je disais, il y a d'autres identités comme l'identité avec l'identification avec un groupe de loisirs, un groupe professionnel ou un groupe d'âge. Ce sont pas nécessairement des groupes polarisés. Dans la littérature, on trouve que ce sont des groupes qui peuvent être associés à plus de bien-être et adaptation chez les jeunes. Donc, on voulait voir s'ils sont associés aussi à la radicalisation violente et comment. Désolée, je vais avancer. Voilà. C'est clair que ce discours-là que je viens de faire s'applique pas mal à la situation au Québec maintenant. Donc, la balance de risques ou de protection, de polarisant ou pas polarisant de chacune de ces identités-là varie clairement selon les dynamiques sociales spécifiques, selon les temps historiques, selon les contextes. C'est important quand même de le préciser parce qu'on ne peut pas généraliser et penser que ce que je viens de dire, ça s'applique un peu partout. Donc, c'est quand même important de le dire. Et l'autre question, on se disait que l'identité est multidimensionnelle, donc on a plusieurs identités à la fois. Donc, est-ce qu'avoir plus d'identité est un facteur de protection ou est-ce qu'avoir plus d'identité est un facteur de risque? En fait, les recherches montrent que les deux sont possibles. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec la radicalisation violente, on veut le trouver, mais certaines études ont montré que des identités multiples peuvent représenter un risque quand ces identités multiples sont dévalorisées, sont particulièrement dévalorisées dans la société. Donc, si on s'identifie à plusieurs groupes qui sont dévalorisés, stigmatisés, on a plus à risque de faire des expériences négatives dans la société. Cela peut être lié à moins d'adaptation, plus de violence, moins de bien-être. En même temps, il y a une autre théorie, c'est l'identité de l'adaptation, du genre identity adaptiveness, je ne sais pas trop comment la traduire, mais cette théorie-là dit qu'en fait, si on a plus d'identités multiples, on pourrait en bénéficier, on pourrait aller mieux parce que c'est plus probable qu'en ayant plusieurs identités, on peut mobiliser dans certaines situations une identité qui est plus valorisée. Donc, on a plus de choix, on a plus de flexibilité. Cela nous permet de mobiliser différentes identités selon les besoins et ça devrait être protecteur pour notre bien-être à long terme. Donc, comment est-ce que ça va se jouer en lien avec la radicalisation violente et avec ces identités qu'on est en train de mesurer? On ne le sait pas, mais on veut le trouver. J'ai aussi parlé du fait qu'on cherche de comprendre quels sont les mécanismes ou les processus des groupes qui sont liés à la radicalisation violente. Mais si on regarde les revues systémiques de la littérature qui sont maintenant disponibles sur le sujet, les méta-analyses aussi qui ont regardé vraiment tout ce qui a été publié sur la radicalisation violente et les processus des groupes, il y a deux variables qui ressortent un peu comme de possibles facteurs de risque, en fait, pour la radicalisation violente. L'importance attribuée au groupe, quand on attribue beaucoup d'importance à notre groupe identitaire, donc quand on s'identifie fortement avec nos groupes identitaires, on est plus à risque de radicalisation violente. Et l'autre variable est un peu la perception d'être dans un groupe qui est menacé ou qui est mal vu par la société. Ça, c'est un autre facteur de risque qui a été bien documenté. Ces deux facteurs de risque-là ont été documentés aussi au Québec, dans les cégeps, dans nos recherches avant la pandémie. Et en plus, nous avons trouvé que ces phénomènes identitaires-là jouent un rôle de plus en plus important dans les temps. On a suivi les étudiants de 2015 à 2017 et ces variables-là d'identité collective étaient devenues pas mal plus centrales comme prédicteurs, disons, de la radicalisation violente, ce qui peut confirmer un peu cette polarisation autour des discours identitaires qu'on observe dans la société, qui deviennent de plus en plus centrales aussi dans la vie des jeunes et dans notre société. Pourquoi est-ce que ces deux variables-là sont des facteurs de risque? Quelles sont les explications qui ont été menées à l'avant pour expliquer ça? Selon les théories de l'identité sociale, quand on investit beaucoup dans un groupe, on donne beaucoup d'importance à un groupe identitaire, mais cela peut être associé à une perception d'une supériorité de notre groupe et à une dévalorisation de l'autre groupe, de l'autre. Ce qui justifierait un peu la déhumanisation de l'autre, donc la légitimisation de la violence aussi. Donc ça, c'est le mécanisme qui a été mobilisé pour expliquer comment cette variable-là est liée à la radicalisation violente. Pour ce qui concerne la perception de notre groupe dans la société, comment la société voit notre groupe, quand le groupe est mal vu, on a un sentiment de ce qu'on appelle fraternal relative deprivation,
c'est l'idée que notre groupe est traité injustement. Donc, on a un sentiment d'injustice et on a l'impression qu'on est traité injustement, et donc ça peut légitimiser, normaliser l'utilisation de la violence pour combattre un peu cette injustice qu'on perçoit. C'est ça une des explications qui ont été avancées pour expliquer comment. Cela dit, est-ce que ces processus, ces deux facteurs de risque-là, ces deux variables-là, interagissent avec les différentes identités et les identités multiples? Donc, est-ce qu'ils jouent un rôle en interaction avec les types d'identités pour expliquer la radicalisation violente? C'était un peu une question qu'on avait. Qu'est-ce qu'on est allé voir alors? Ben, premièrement, on a examiné les associations entre chacune de ces identités qu'on vient de voir et la radicalisation violente, le soutien à la radicalisation violente, et puis aussi les totales de ces identités-là, pour voir l'identité multiple, donc cumulative, comment elle est associée à la radicalisation violente. Et puis, on allait regarder comment, si ces associations-là variaient selon les niveaux d'importance attribués à notre groupe et selon comment le groupe est perçu dans la société. Donc, en fait, juste pour se comprendre, quand je dis comment le groupe est perçu dans la société, souvent le nom de la variable est estime de soi publique collective. Donc, si vous voyez ça, c'est de ça que je parle. C'est vraiment la perception que le sujet a de comment la société voit son groupe. On a recruté plus ou moins 5600 étudiants dans 18 cégeps et 8 universités dans tout le Québec. Et comme je le disais tantôt, les données ont été collectées plus ou moins pendant la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Vous voyez ici un peu les caractéristiques générales de l'échantillon. Pour ce qui concerne les mesures, c'était une enquête en ligne. On a utilisé des questionnaires validés et des questions précises. On a demandé aux étudiants de s'identifier, de dire s'ils s'identifiaient avec une série de groupes. Donc, ils pouvaient dire oui, non à la liste des groupes indiqués. Ils pouvaient aussi ajouter des groupes. Donc, nous, on a créé les groupes principaux basés aussi sur leurs réponses. Pour ce qui concerne les deux processus identitaires, on a utilisé l'échelle de l'estime de soi collective. En exemple d'item, votre groupe est bien perçu des autres. Donc, ça, c'est la perception du groupe, l'estime de soi collective. Ou pour l'identification au groupe et l'importance du groupe, votre groupe est un reflet important de ce que vous êtes. Donc, on a mesuré ces deux variables-là. Pour la radicalisation, le soutien à la radicalisation violente, on a utilisé la Radicalism Intention Scale. Un exemple d'item est soutenir une organisation qui se bat pour les droits politiques et légaux de mon groupe, même si parfois cette organisation enfreint la loi. Ça vous donne une idée de ce qu'on est en train de mesurer. Les participants devraient indiquer sur une échelle de Likert à 7 points leur niveau d'accord avec 4 énoncés, c'est ça le questionnaire. Puis, on a fait des analyses de régression multivariable à effet mixte pour contrôler la variabilité entre les différents cégeps universités et des analyses d'interaction. On s'en va vers les résultats. Ben, premièrement, vous voyez ici quels sont les groupes un peu plus présents pour l'identification le plus commun, disons, chez les étudiants. On voit que les groupes d'âge, les groupes liés aux activités des loisirs, les groupes professionnels sont pas mal les plus répandus. Mais ce qui est important ce qui est important que je vais souligner est que en moyenne, les étudiants s'identifiaient à 2,5 groupes, donc 2-3 groupes en moyenne. Ce qui confirme qu'effectivement, les étudiants s'identifient en même temps avec plusieurs groupes et que l'identité est multidimensionnelle, ce qui aussi rend pertinent de regarder plusieurs identités à la fois en termes de recherche. Là, maintenant, je vous montre les associations entre différentes identités et le soutien à la radicalisation violente. Pour ce qui concerne les deux processus des groupes, ben, en fait, on ne s'attendait pas de surprise. On a confirmé ce que la littérature dit. Donc, plus d'importance liée à notre groupe est un facteur de risque pour la radicalisation violente. Quand notre groupe est bien vu par la société, alors ça, c'est un facteur de protection. C'est ça qu'on voit. Pour ce qui concerne les différentes identités, on en a trouvé qui étaient associées à moins de radicalisation violente, sont celles en jaune, donc l'identité religieuse et l'identité professionnelle étaient associées à moins de radicalisation violente. Les identités en rouge sont celles qui sont associées à plus de radicalisation violente dans nos données, donc l'identité politique liée au genre et à l'orientation sexuelle.
Et celle que vous voyez en blanc, donc l'identité ethno-culturelle nationale, l'âge et les activités des loisirs, ces identités-là ne sont pas significativement associées à la radicalisation violente. Donc, sont un peu neutres, si vous voulez. Ici, on a trouvé plus ou moins ce qu'on s'attendait, parce qu'on disait les identités plus polarisantes devraient être un facteur de risque, probablement. Sauf pour les groupes ethno-culturels et nationaux. Là, on s'attendait un peu plus de polarisation, mais on n'a pas trouvé une association significative et on a réfléchi à ça. C'est probablement lié au fait que c'est un groupe tellement hétérogène où on peut avoir vraiment des sous-identités ou des identités multiples à l'intérieur de seulement ce groupe-là. Donc, c'est difficile peut-être de trouver une association parce qu'il y a des sous-groupes qui fonctionnent différemment en lien avec la radicalisation violente. Donc là, on a besoin de plus de recherches et probablement des données qualitatives aussi pour bien comprendre ces données, interpréter et nuancer ces résultats. Sinon, pour résumer, alors, on a trouvé des identités qu'on peut dire neutres, qui ne sont pas associées avec la radicalisation violente, l'âge, les activités de loisirs et les groupes ethnoculturels nationaux. Des identités qu'on peut dire non polarisantes ou qui ont un effet de protection dans un certain sens lié à la religion et au groupe professionnel, à la profession. Et des identités qu'on peut nommer comme identités à risque ou identités polarisantes. Donc, l'identification avec un groupe politique, un groupe lié à l'orientation sexuelle ou au genre. Si vous vous souvenez, on avait la question, est-ce que plusieurs identités sont protectrices parce qu'on peut flexiblement décider quelle identité éventuellement utiliser dans un contexte, ou est-ce que c'est plus un facteur de risque parce que si on a plus d'identités à risque, là, ça nous met plus en danger de soutenir ou à risque de soutenir la radicalisation violente. Mais en effet, si je fais le total de toutes ces identités-là, je trouve que les étudiants qui s'identifient à un plus grand nombre d'identités étaient plus susceptibles de soutenir la radicalisation violente. Mais là, alors, nous, on voulait aussi voir est-ce que tous ces types d'identités-là ont un effet cumulatif de risque, parce que on avait différents types de groupes d'identités là qu'on a identifiés. Alors, on a calculé 3 sous-totales, un pour les identités neutres, un pour les identités protectrices, un pour les identités à risque. Quand on fait ça, on trouve que, effectivement, les identités totales à risque demeurent un facteur de risque, sont associées à plus de radicalisation violente. Mais, en même temps, plus d'identités neutres ou protectrices sont aussi protectrices, donc sont liées à moins de soutien à la radicalisation violente. Donc, les effets de ces groupes d'identités sont indépendants. Les deux sont en même temps, fonctionnent en même temps. Ce qui a des implications, on les verra aussi en termes de recommandations et d'implications pratiques. L'autre question que je vous avais posée était par rapport à comment ces identités-là interagissaient avec le processus, l'importance attribuée à un groupe et comment notre groupe est vu par la société. Donc, on a trouvé que l'effet total des identités à risque variait en fonction du niveau d'estime de soi publique, de comment le groupe est vu et de l'importance qu'on attribue à notre groupe. On n'a pas trouvé cette interaction significative pour les autres types d'identités. Et c'est quoi exactement que cette interaction-là nous dit? Ben, ici, ce qui est représenté, c'est l'association entre les totales d'identités à risque et les soutiens à la radicalisation violente. Donc, cette association-là, le risque est plus grand, mettons, quand ici, vous voyez, ça c'est des niveaux plus élevés, quand notre groupe est mal vu par la société et quand nous attribuons effectivement plus d'importance à notre groupe. Donc, ça, c'est aussi, ça a des implications pas mal importantes pour la pratique. Et c'est là que j'ai demandé, donc, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, premièrement, on a trouvé certaines identités sur lesquelles on peut intervenir. Parce que ben, c'est clair qu'on ne peut pas vraiment choisir toutes nos identités. Il y a des identités qu'on peut choisir, il y a des identités qui nous sont attribuées ou des identités qu'on ne peut pas vraiment changer. Mais certaines identités sur lesquelles on peut intervenir ont un effet de protection. Entre autres, par exemple, l'identité professionnelle. Les cégeps et les universités ont le rôle important de guider les étudiants dans le développement de leur carrière. Donc, ça fait partie du mandat un peu des cégeps. Donc, c'est important pas mal de
accompagner, d'investir dans l'accompagnement des étudiants et de soutenir l'identité professionnelle des étudiants davantage. Et ça, malgré l'incertitude actuelle, malgré tous les défis de notre société actuelle. Donc ça, c'est une piste prometteuse. En même temps, on a trouvé que l'identité religieuse peut être un facteur de protection aussi. Donc ça, il faut quand même réfléchir à nos attitudes, les enseignants, les personnels scolaires, les conseillers scolaires. On devrait vraiment réfléchir à nos attitudes à l'égard de la religion, être ouvert à explorer d'une manière respectueuse les identités religieuses en tant que facteur de protection. Ça confirme aussi nos études antérieures. Et vu qu'on trouve que ces identités protectrices et les identités neutres, comme aussi les groupes de loisirs, l'art, sport, peuvent avoir un effet cumulatif de protection, il est aussi important, dans le cadre de l'enseignement, de soutenir l'exploration d'identités multiples, surtout d'identités qui sont peut-être moins polarisantes, qui sont liées aux activités extrascolaires, par exemple. Tout ça, c'est des pistes, des choses qui sont faisables et qui ressort un peu de nos données, de nos résultats aussi. En même temps, on a trouvé aussi que l'identification avec certains groupes un peu plus polarisants dans le contexte actuel, tels que les groupes politiques, les groupes liés aux genre ou à l'orientation sexuelle, mais ces groupes-là sont associés à plus de radicalisation violente, sont probablement associés à plus d'expériences négatives et polarisantes dans la société. Donc, au niveau individuel, c'est quand même important de soutenir et de garder en tête ces expériences polarisantes que ces groupes-là font dans la société, de soutenir ces étudiants qui s'identifient à des groupes particulièrement polarisants. Toutefois, c'est pas assez. Ce niveau d'intervention individuelle toute seule ne va pas marcher. On voit aussi que c'est un lien avec des phénomènes des groupes, des processus des groupes au niveau collectif. Donc, il faut agir aussi au niveau des sociétés, au niveau plus collectif. Il faut accompagner des interventions individuelles avec des actions au niveau plus sociétal pour promouvoir l'inclusion, réduire les polarisations sociales, les tensions. C'est vraiment de favoriser les contacts positifs entre les groupes, de réduire les stéréotypes, les expériences négatives de groupes à risque, et de travailler dans ce sens de dépolarisation aussi dans les contextes scolaires d'enseignement. Comment faire ça? Ben là, je vous pose la question aussi. C'est sûr que dans un contexte de polarisation, ouvrir un dialogue, un espace de dialogue n'est pas simple, mais je pense que c'est quand même important qu'on réfléchisse, on travaille à trouver des manières pour offrir un espace pour un dialogue ouvert et quand même respectueux dans les établissements d'enseignement pour réduire les tensions sociales, favoriser ainsi aussi un sentiment d'appartenance chez les étudiants. Les étudiants, même dans les groupes de discussion que j'ai menés, entre autres à l'école secondaire, ont vraiment besoin, veulent vraiment apprendre à être en accord, à être en désaccord et à coexister avec d'opinions différentes d'une manière respectueuse. C'est pas évident dans le contexte actuel, mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Et il faut le travailler pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau vraiment plus sociétal et contextuel en termes d'école. C'est clair qu'il y a plusieurs limites à garder en tête parce que l'étude que j'ai présentée en étude transversale, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tirer des conclusions sur cause et effet, et on a besoin d'études longitudinales pour pouvoir faire ça. Puis les mesures d'identité que j'avais n'étaient pas vraiment très exhaustives ou détaillées. J'ai en tête de faire plus quelque chose de qualitatif, d'avoir des données qualitatives pour nuancer et mieux comprendre ces phénomènes identitaires qui sont très complexes dans le contexte actuel. Et attention, on n'est pas généralisé les résultats parce que ce qu'on a, c'était vraiment une étude menée pendant la pandémie, dans un contexte spécifique dans les cégeps et les universités au Québec. Donc, on ne peut pas généraliser facilement les résultats ailleurs. Sinon, j'ai pas mal fait les tours. Je voulais juste remercier premièrement l'équipe. C'est un projet qui continue depuis plusieurs années dans les cégeps. Donc, il y a eu plein de monde qui est impliqué ici, certaines personnes qui ont joué un rôle dès le début du projet ou dernièrement dans les projets que je tiens à remercier. Et c'est ça. Et puis, ben, je vous remercie pour votre attention et j'ai bien hâte d'échanger avec vous.